toute ma vie dans ce milieu du yoga est empreint de mystère. Ça a commencé de la façon suivante. J'ai un ami, on se connaît depuis pas loin de 50 ans, qui est un swami. À l'époque, il était à l'école, on appelle ça les gurukuls. Donc il étudiait, et puis avec le temps, donc il est devenu swami. Il porte la robe orange. J'ai une traduction très personnelle du terme swami. J'appelle ça l'ami du soi. Et on a fait un peu on pourrait dire on a fait les 400 coups ensemble. Pendant longtemps, on circulait à vélo dans les contreforts de l'Himalaya, entre la plaine et le commencement de la montagne. Et on a rencontré des quantités de yogis, de swamis, d'ascètes, de saints. On est toujours très en lien aujourd'hui parce que avec le temps, il a pu acquérir un terrain dans une ville qui s'appelle Ujjain, et sur ce terrain, j'ai construit mon propre centre de yoga. Donc, Nardanand était son nom, c'est son nom. On circulait de droite et de gauche, à rencontrer encore une fois des gens qui vivaient dans la forêt, dans des grottes, dans des ashrams. Et puis un jour, on était aux environs de Haridwar, qui est une des grandes villes saintes du nord de l'Inde. On a rencontré un ascète qui vivait dans la forêt, qui avait une allure pas ordinaire. Il était de tradition shivaïte, d'origine du nord de l'Inde et du Cachemire, mais il portait une robe verte, ce qui est la couleur généralement des musulmans en Inde. Et il était installé sous une grande tente, genre les tentes de l'armée. Et pendant toutes les années où je l'ai côtoyé, je l'ai toujours vu dans la même posture. Et il était donc dans cette posture. C'est-à-dire, il avait une jambe au sol avec le genou plié, le genou posé par terre. L'autre genou était vertical, son bras posé sur son genou avec une cigarette, un bidi. C'est ces cigarettes qui sont faites, je crois, avec des feuilles d'eucalyptus. Je ne suis pas certain, soit fait avec ça. Et le regard complètement perdu à l'infini, comme ça. Et je l'ai, pendant les 21 années où j'ai étudié avec lui, je l'ai toujours vu dans cette position, essentiellement. Parfois, il était assis en tailleur. Il s'appelait Kashmiri Babu. J'ai appris son décès il y a quelque temps, et il est mort au début de l'année 2022. Il avait 94 ans, je crois, si je me souviens bien. Donc on rencontre cet homme au milieu de la... On n'était pas très loin de la ville, mais on était déjà dans la nature. Et j'étais un peu impressionné par sa façon de se tenir, ce regard qui se perdait comme ça à l'infini, à l'horizon. Et qui était très très peu loquace, quoi. Il était très hésitant.
à parler, à répondre. Et donc, on est allé le rencontrer plusieurs fois. En Inde, ça se fait de façon très classique. On va voir quelqu'un, un yogi, un ascète, enfin. Et on passe un peu de temps avec lui. On ne parle pas forcément. Parfois, on boit un thé, parfois pas. On appelle ça le darshan, qui veut dire être vu. Et donc, on se laisse regarder. Et c'est considéré comme, cet échange de regards est considéré comme déjà une transmission très très informelle. Donc je suis retourné le voir quelques fois et il était tout sauf mondain et vraiment il ne voulait parler de rien. Et donc un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est quoi votre sadhana, votre pratique? Et il m'a fait une réponse qu'on trouve parfois dans les livres. Là. Il m'a dit, ma sadhana, c'est quand j'ai faim, je mange, quand j'ai sommeil, je me couche, quand j'ai soif, je bois. Alors, je dis, écoutez, j'ai entendu, je connais ça, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, il me dit rien, je fais rien. Il n'était pas vraiment satisfait. Et il me dit, pourquoi vous faites quelque chose? Alors, je dis, bah, moi, je mange quand c'est l'heure du repas. Je vais me coucher quand c'est l'heure d'aller dormir. Ah, il m'a dit, mais ça, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut rien faire. Et alors, je lui ai dit, mais comment vous faites pour rien faire? Il m'a dit, vous voulez apprendre? C'était presque une joute oratoire. Et alors, je lui ai dit oui. Il m'a dit, ok, allongez-vous. Alors, bon, je me suis allongé, on était dans la forêt, enfin, sur la terre, avec des bestioles qui passaient. Et donc, je reste allongé. Et le temps passe. Beaucoup de temps passe. Peut-être, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, je sais pas combien de temps est passé. Mais bon, ça commençait à faire un peu long pour moi, il se passait rien. Et donc, au bout d'un moment, je me suis redressé. Et il m'a dit, mais je vous ai pas dit de vous redresser. Si vous voulez apprendre à rien faire, vous faites rien. Allongez-vous. Alors, j'étais un peu hésitant, quoi. J'ai dit, mais ça va durer combien de temps? Hein? Il m'a dit, le temps, ça n'existe pas. Si vous voulez apprendre à rien faire, allongez-vous. J'étais décidé, donc je me suis rallongé. C'est passé peut-être 10-15 minutes. Et il a commencé à énumérer les différentes parties du corps, à dire le nom des différentes parties du corps. Il parlait un anglais moyen. Alors bon, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais j'ai écouté. Et donc quand il me disait le genou, mentalement j'allais dans le genou. Et ça a duré comme ça un long moment, ça a bien dû durer 2 heures, appelons ça une séance. Et à la fin, j'étais vraiment dans un autre état intérieur, quoi. Et à la fin, il m'a dit, vous pouvez vous rasseoir maintenant. Et j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, ça s'appelle Nidra Yoga. Et puis, je suis retourné le voir, et cette relation a duré 21 ans. Et
C'était une relation curieuse parce que il n'a jamais voulu répondre à aucune question. Jamais. Et c'était du genre, même au bout de 15 ans, hein, si je lui posais une question, il me disait toujours, ici, il n'y a pas de question. Si vous n'avez pas confiance, allez-vous-en. Après 15 ans, 16 ans de relation. Il ne m'a jamais rien expliqué. Jamais. Et c'était des exercices constants, longs, qui duraient plusieurs heures. Il m'a aussi enseigné le Hatha Yoga de façon très intense. Il fallait rester dans les positions. Enfin, il me disait, tant que vous ne maintenez pas 4 heures et 20 minutes, vous n'êtes pas arrivé au bout de la pratique. Il faut que la posture devienne votre enseignant et elle ne vous enseignera que si vous restez tout ce temps-là. Et au fur et à mesure que l'enseignement se déroulait, je découvrais de plus en plus, on pourrait dire, de secrets cachés dans le corps, qui n'était pas que le corps humain, c'était cette relation avec l'univers. Les liens qui existent entre les différentes régions du corps et l'univers. Mais quand je dis région du corps, il ne s'agit pas que des régions corporelles physiques. C'est un enseignement extrêmement vaste. Je vais y revenir tout à l'heure, mais la relation a été curieuse parce que c'était un yogi errant. J'ai jamais compris comment il fonctionnait. Il avait cette grande tente, l'équivalent des tentes de l'armée. Je ne sais pas comment il l'a transporté, ça tenait avec de très gros bambous. Et il avait avec lui 2 cantines, comme les cantines de l'armée, grandes, lourdes. Et je ne sais pas comment il se déplaçait. Je ne sais pas parce que, curieusement, à chaque fois que j'allais en Inde, je le retrouvais. Mais pas toujours au même endroit. Je me souviens de lui avoir demandé un jour, je lui ai dit, mais comment se fait-il que je débarque en Inde, je vais dans un endroit, vous y êtes, 6 mois après ou 1 an après, je débarque dans un autre endroit, vous y êtes. Comment ça marche? Et il refusait absolument de répondre. Au bout d'une vingtaine d'années, 21 ans précisément, il m'a dit, écoutez, je vous ai enseigné tout. Il manque des domaines de l'enseignement que moi je ne peux pas vous transmettre. Quelqu'un d'autre vous les transmettra. Ce qui a eu lieu, et ces enseignements ultimes ont eu lieu par rêve, avec 2 instructeurs. La première qui était Manandamayi, la deuxième Chandraswami, qui ont continué l'enseignement sans jamais dire le nom de cet enseignement. Ça a duré plusieurs années et par rêve. Et pareil, cet homme, donc Kashmiri Babu, m'avait dit, vous avez encore à apprendre et un jour, il vous faudra l'enseigner. Mais pour moi, c'était un monde tellement mystérieux, inconnu. Alors c'est effectivement ce qui s'est passé beaucoup plus tard. C'est une pratique qui est basée sur 4 grands domaines.
La première qui s'appelle Sitili Karana, qu'on a traduit en général par relaxation. Mais il faut entendre relaxation presque au sens juridique, quand un juge relaxe un prisonnier, c'est-à-dire qu'il le rend libre. C'est pas de relâcher, c'est pas de détendre la musculature, même si ça passe par là. La deuxième approche s'appelle Dharana. On le traduit généralement par concentration, mais dans le Nidra on parle davantage d'un état de présence. La troisième s'appelle Svadhyaya, qui est, on peut le traduire par une méditation sur soi-même, mais beaucoup de traducteurs là ont traduit ça par l'étude des textes, mais c'est pas une bonne traduction. C'est l'étude de soi en utilisant le langage. Et la quatrième s'appelle Pranakriya Sadhana. C'est une série d'exercices respiratoires extrêmement intenses, avec beaucoup de concentration dedans. Le Nidra a été connu par un petit livre qui est paru il y a 50-60 ans, qui était la codification personnelle d'un autre Swami qui vivait au Bihar, une région du nord-est de l'Inde. Et le monde du yoga a pensé que c'était ça. Alors il avait appelé ça Yoga Nidra, parce que c'est une expression qu'on trouve dans des textes, dans des écrits. Mais Yoga Nidra, c'est le nom d'une déesse dans la mythologie indienne, une déesse de la famille de Brahma. Et donc cet homme avait rédigé sa propre codification, qui a été considérée à l'époque où il a pu le publier. Il bénéficiait d'une grande renommée, donc ça a été publié dans un grand nombre de pays. Et on a considéré que c'était ça, la méthode. Mais c'est sa codification. Le terme Nidra, c'est un terme très curieux. Avant l'apparition du sanskrit, qui est une langue qui a été inventée, des gens disent que c'est le langage des dieux, mais bon, c'est un peu romantique. Mais ça a été inventé. C'est une langue qui a été fabriquée par des esprits probablement très éclairés et pointus. Mais avant le sanskrit, il y a d'autres langues, évidemment. Le sanskrit n'est pas très ancien par rapport à l'histoire des langues. Donc, certains l'appellent le proto-sanskrit, d'autres le sanskrit archaïque. Non, en faisant des recherches, on s'est aperçu que le phonème, la sonorité N, on la retrouve dans un grand nombre de langues indo-européennes et elle signifie toujours la même chose. Ça a à voir avec la nuit, l'obscurité. En français, en anglais, en italien, en espagnol, c'est toujours ce son-là. Night, Nacht, Notte, Noche. Et par nuit, on n'entendait pas uniquement la nuit à la fin du jour, mais on entendait l'obscurité qui est en nous, qui est en soi. Ce à quoi on n'a pas accès. Et Dre signifie dans plusieurs langues aussi passer à travers, traverser. Et donc le premier sens, c'est ça, c'est traverser l'obscurité qui est en soi. Avec une explication un peu particulière qui dit que pour s'avancer dans l'obscurité, il est nécessaire d'avoir un peu de lumière. Et que découvrir la lumière n'est pas la finalité du yoga,
et c'est le commencement. Pour s'avancer dans la pénombre, dans l'obscurité, il faut un peu de lumière, et on en a tous un peu. Ce qui est très différent des autres enseignements qui disent c'est à la fin on découvre de la lumière, de la clarté. Une autre traduction de Nidra, ça veut dire le bourgeonnement. C'est-à-dire au printemps, quand les arbres bourgeonnent, on appelle ça le bourgeonnement, Nidra. Et c'est l'affirmation qu'il y a un mouvement invisible qui à un moment apparaît, et quand il apparaît, ça crée des craquements, des ouvertures. Mais ce mouvement continue, il produit des feuilles, des fleurs, des fruits, les fruits des graines, et si tout va bien, les graines tombent en terre et ça fait une forêt tout entière. Donc, ça, c'est l'autre sens de Nidra, c'est un mouvement non visible qui devient visible et qui produit de la vie. Le troisième sens, en gros, ça veut dire l'état méditatif. C'est l'état dans lequel se trouve, selon les traditions, Shiva ou Vishnu, qui sont tous les deux, dans chacune de leurs traditions, considérés comme les créateurs du mouvement de la vie. Il faut savoir que avant l'invention de l'hindouisme, il y a eu une religion qui s'appelait le shivaïsme, où Shiva était le dieu unique. Et plus tard, quand l'Inde aurait été envahie par les Aryens, Shiva a été introduit dans cette trinité avec Vishnu et Brahma. Mais il y a eu un shivaïsme originel qui avait à voir avec l'adoration de la nature. Très très proche de l'animisme. Et enfin, le dernier sens du mot, alors, c'est l'état dans lequel se trouve cette fonction qui crée, qui transforme et qui détruit. Et enfin, donc, le dernier sens de Nidra, qui est le dernier sens dans l'histoire. Le sanskrit a évolué, on dit souvent qu'il n'a pas bougé, mais c'est faux. Le dernier sens, ça veut dire... c'est le sommeil, c'est-à-dire dormir. Et dans le sommeil, on distingue le sommeil où l'individu est dans un état d'absence et le sommeil où l'individu est dans un état d'attention. La démarche est assez complexe, c'est très 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 structuré, c'est très organisé. Elle repose essentiellement sur l'affirmation que notre histoire a produit beaucoup de mémoire. Notre histoire personnelle, mais aussi que nous portons la mémoire de notre tribu, c'est-à-dire les familles, tous nos ancêtres. Et nous portons la mémoire de l'humanité, nous portons la mémoire de la planète, nous portons la mémoire de tout l'univers. Ce qui, peu à peu, se démontre avec ce qu'on appelle la science, qui a découvert que, par exemple, au niveau des composants élémentaires qui organisent le corps, ces composants sont les mêmes que ceux qui organisent l'univers, ils ont le même âge. Ça a été daté 14,8 milliards d'années par les astrophysiciens. Et donc, tout ce contenu mémoriel crée une sorte d'épaisseur qui nous empêche de nous apercevoir que nous sommes tout le mouvement du vivant. Donc le Nidra procède par une
la libération de ces mémoires. On appelle ça Chitta Suddhi, le nettoyage du mental, on pourrait le traduire comme ça, et du mental psychologique. Et c'est ça qui a été appelé relaxation, mais au sens de libération. Et donc il y a tout un protocole vraiment structuré, quoi. On part de la corporalité musculaire, donc de détendre les muscles, et puis de détendre les organes, puis de détendre les os, puis de détendre la moelle dans les os. Ensuite, on change de domaine, il s'agit de détendre toute l'activité que nous appelons ici énergétique, puis de détendre tout le processus de la pensée, de pénétrer dans le phénomène de la mémoire, puis de détendre la faculté d'intuition qui permet d'entrer en relation avec des formes de vie, on pourrait les appeler non humaines. Alors il y a les formes végétales, animales, minérales, et puis on appelle ça souvent ici des entités, dans des formes de vie non humaines, mais intelligentes. Intelligentes au sens où nous appelons l'intelligence. Parce que les plantes sont intelligentes, les animaux sont intelligents aussi. Et enfin, de rentrer dans ces domaines de la joie ou de l'extase. Et là encore, il y a de la mémoire. Et il s'agit de pénétrer là-dedans avec des quantités d'exercices. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et comme de déconstruire des mémoires. Et quand il y a des déconstructions mémorielles, il y a une espèce un flot, une fluidité qui se remet en route. Et cette fluidité n'a pas de limite. C'est-à-dire, elle fait entrer en contact avec autre chose que moi, autre chose que le moi. Où tout à coup, ce qui est vécu, c'est la disparition des limites que la mémoire a construites. Ça, c'est pour la part de relaxation. C'est un très gros travail, c'est vraiment beaucoup. C'est ce qu'on appelle en sanskrit l'élimination des vasanas et des samskaras. Samskaras, ce sont des événements qui ont eu lieu et dont on a gardé la mémoire. Et les vasanas, ce sont des schémas qui se sont installés. Alors par exemple, si un schéma est installé chez quelqu'un, ça peut provenir d'événements que cette personne a vécu, mais ça peut aussi provenir d'idées qui n'ont pas été des vécus physiques, des croyances par exemple. Ça peut aussi provenir d'idées que portaient nos parents, ou nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents. Il y a comme ça des schémas qui traversent les familles, des mémoires qui traversent les familles. Il y a une nouvelle forme de psychologie qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, une trentaine d'années, sur les mémoires des aïeux que nous portons.
Et alors ce qui est extraordinaire, par exemple, dans ces démarches, c'est que il s'agit d'aller consciemment dans ces processus mémoriels, et à un moment, on perd l'identité, on perd la notion de l'identité de nos aïeux, mais on continue. La mémoire, c'est juste un flot, c'est un mouvement, et on passe de l'événement à l'énergie, jusqu'à un seuil où tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est la mémoire de l'humanité. Et là, c'est un vrai seuil où tout à coup, je ne suis plus les limites de mes apprentissages, je suis l'illimité de toute l'humanité, qui aurait commencé il y a longtemps. Et plus loin encore, parce que ça n'est qu'une question de sensibilité, c'est de pénétrer dans, par exemple, l'histoire des minéraux. On sait, par exemple, que les minéraux auxquels on donne le plus de valeur, les pierres précieuses, notamment les diamants, sont le résultat de millions d'années où il y a eu des pressions très fortes et qui ont, on dit, purifié le carbone. Mais si on pénètre dans l'histoire du minéral et on en garde la mémoire dans nos os, on peut retrouver le processus d'organisation de la planète, de la Terre, la minéralité de la Terre. Et même chose avec les végétaux. On découvre aujourd'hui que les végétaux communiquent entre eux, même si ce sont de variétés différentes. On pénètre là-dedans. Il y a ce rapport, par exemple, le végétal qui est enraciné dans le minéral et qui y trouve de la nourriture. Alors nous, on a l'image que les racines s'accrochent, mais les racines ne s'accrochent pas. Elles passent là où il y a de la place. Très très doux comme mouvement. Et à l'autre extrémité, il y a la ramure, les feuillages, qui lui aussi pénètre dans l'espace d'une certaine façon. Et des deux côtés, il y a des échanges nourrissants. Il y a de la nourriture qui circule. Et de pénétrer là-dedans et de découvrir que dans on appelle ça le chevelu racinaire, les extrémités des racines communiquent avec les autres arbres, et que la forêt, c'est un monde de communication. Et même chose avec les animaux. On représente souvent dans notre imaginaire, dans les jungles où les animaux s'entretuent, s'entre-dévorent, mais c'est pas du tout comme ça. Pour y avoir vécu un peu, quand c'est l'heure du repas, c'est l'heure du repas, mais la plupart du temps, c'est une paix extraordinaire. Et il y a beaucoup de communication, je ne sais pas comment il faut appeler ça, entre les espèces animales, entre elles. C'est vraiment de la vie. Et ces trois domaines-là, le minéral, le végétal et l'animal, nous en gardons la mémoire. Le minéral dans les os, le végétal dans les organes et l'animal dans les muscles. Mais nous sommes faits de quelque chose de plus, l'être humain. Et donc il y a toute la mémoire des ancêtres. Et puis il y a aussi, alors on appelle ça la mémoire horizontale.
Et il y a aussi la mémoire verticale, c'est-à-dire ces individus qu'on peut appeler les saints ou les sages, qui semblent, selon comment on envisage les choses, connectés à une réalité qui n'est pas matérielle. Parfois avec des êtres immatériels. Alors, par exemple, dans la culture chrétienne, on parle de ça, on parle des les anges, les archanges, les séraphins. Il y a aussi d'autres personnages auxquels on donne une mauvaise réputation, les démons. Enfin. Mais toutes ces forces de vie qui ne sont pas incarnées. Non, il y a la rencontre aussi avec ces forces-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il s'agit de les libérer, de libérer cette mémoire. Et lorsque par moment, cette mémoire est libérée, il y a la perte de cette sensation d'être quelqu'un de particulier. On n'est plus un individu. Alors c'est un mauvais terme, individu. Il faudrait dire individu. On est divisé. Donc on n'est plus individu. On est une globalité, une totalité au sens d'un tout. Mais ce sont des perceptions qui ont lieu subitement comme des éclairs. Et ça laisse une saveur extraordinaire parce que on n'a qu'un seul désir, c'est d'y retourner. Quoi. Parce que tout à coup, il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation. Ça, c'est que la première partie. Sitili Karana, qu'on a appelé encore une fois relaxation. La deuxième, Dharana, qui souvent est traduit par concentration, c'est une enquête dans les différents degrés de la présence, d'être présent, au deux sens du terme, d'être comme un présent comme un cadeau et d'être là. Mais être là, ça signifie une perception élargie de la réalité. Dans Sitili Karana, on annonce 3 niveaux. Dans Dharana, dans la concentration ou la présence, on annonce 12. On les appelle des degrés. Et c'est cet apprentissage de ne pas s'éloigner mentalement de ce sur quoi on a posé sa pensée. Jusqu'à ce que ça se maintienne presque sans effort, ça se maintient tout seul. Et c'est ça qu'on appelle la présence. Lorsque la présence est importante, associée au 3e niveau de relaxation, se produit un phénomène que dans le Nidra on appelle Turiya, que Patanjali dans les Yoga Sutras appelle Samadhi, qui veut dire l'état naturel.
Non, se produit un phénomène où non seulement il n'y a plus de sentiment de séparation, mais ce sentiment de non-séparation pénètre le rapport au temps. Et le temps a disparu. Alors le temps, c'est quelque chose qui se mesure d'un commencement à une fin, et c'est l'entre-deux. Ça disparaît. Et la disparition du temps fait surgir une sorte de rapport à l'éternité. Il n'y a plus ni commencement ni fin. Je n'ai jamais commencé et je ne finirai jamais. Et il se passe la même chose avec l'espace. Je ne suis ni ici ni ailleurs. Je ne suis plus dans un lieu que l'on peut mesurer. Je suis l'infini. Et plus mystérieusement encore, ou plus profondément encore, en réalité, je ne suis pas l'éternité, je ne suis pas l'infini. Je, l'identité, s'est évanoui, il n'y en a plus. On appelle ça en sanskrit, encore une fois, turiya, qui ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire l'état quatrième, ou le quatrième état. Les trois premiers étant l'état de veille, de conscience ordinaire, l'état de rêve, de subconscient, l'état de sommeil profond ou d'inconscient. Alors là où le nidra est un peu spécial, c'est d'annoncer que il y a un état quatrième dans lequel la séparation entre ces trois, l'état conscient, subconscient, inconscient, a disparu. Les trois sont présents simultanément. Ce qui paraît très 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 mystérieux quand on y réfléchit. Il faut se souvenir qu'on y réfléchit dans l'état de veille. Et pour la psychologie, il n'y a que 3 états. Dans la pratique de base du Nidra, il y en a 4. Mais quand on va plus profondément dans les ressentis, on dénombre 14 niveaux de conscience différents. Sept sont considérés comme des états de nescience ou d'ignorance, et 7 autres comme des états, on pourrait dire, d'hyperconscience. La troisième pratique, qu'on appelle Svadhyaya, c'est une enquête par la pensée logique dans une 50aine de points d'éthique. Alors par éthique, il faut faire attention, on ne parle pas de morale, on parle de façon de concevoir la réalité, et les conceptions qu'on en a, ou les concepts qu'on en a, vont produire des comportements. Et certains de ces comportements vont amener une sorte de confusion dans la pensée, parce qu'ils ne correspondent pas à un besoin profond. Alors ce qu'on appelle l'éthique, c'est ce que Patanjali dans les Yoga Sutras appelle yama et niyama. Dans le Nidra, on prend un autre texte qui s'appelle la Jabala Darshan Upanishad, dans lequel il y a 20 points d'éthique et pas 10, comme dans les Yoga Sutras. Et à partir de ces 20 points d'éthique, il y a une sorte de diversification sur pratiquement 50 points. Alors on a des méthodes de conversation, ça se passe dans du dialogue, à 2 ou à 3 ou à 4. Seul aussi, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Il y a des méthodes de conversation avec des systèmes de conjugaison, par exemple une façon de parler avec un mode de conjugaison particulier.
Les systèmes de conversation sont surtout basés sur l'écoute. C'est beaucoup plus sur la réception que sur l'action. C'est davantage sur l'écoute que sur ce qui est dit. Avec des durées de parole qui petit à petit s'allongent et dans lesquelles on n'a pas le droit de s'arrêter de parler. Avec des attitudes corporelles qui vont avec. Et tout ça fait qu'on plonge de plus en plus profondément dans des domaines de la psychologie, mais on y va à plusieurs, jusqu'à ce que le thème dont on parle devienne une réalité vécue pendant qu'on en parle. Alors, pour prendre des exemples très classiques, il y a des questions du genre qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'autorité? Enfin, et de pénétrer là-dedans, encore une fois, avec des modes de conversation très structurés. Jusqu'à, encore une fois, jusqu'à ce que on passe de la compréhension intellectuelle à la perception sensorielle. C'est-à-dire, je ne sais pas, dans un petit groupe de 3 ou 4 personnes, si la question est qu'est-ce que l'amour? La direction, c'est que, à travers la méthode, la façon dont on parle, la direction, c'est qu'à un moment, les 4 ou 5 personnes qui soient là vivent cet état. Et généralement, quand ça arrive, plus personne ne peut parler. Et enfin, la 4e démarche, Prana Kriya Sadhana. C'est une série de 8 respirations. Enfin, en réalité, l'enseignement, c'est 108. Il y a 108 types respiratoires. Mais quand il a fallu le recodifier, on arrive à 8 à la fin. Dans ces 8 types respiratoires, avec à l'intérieur beaucoup de concentration, il y a énormément de choses qui se rajoutent et qui produisent assez rapidement un supplément de tonicité, un supplément d'énergie, comme disent les gens ici, qui parfois en lui-même déclenche un état d'éveil de cette sensibilité vaste et une présence très intense, simultanée. Mais la pratique en elle-même est longue à apprendre. Moi, quand j'enseigne ça, je mets 5 ans. Parce que ça peut déclencher des phénomènes, on met ça énergétique comme on dit, mais des phénomènes nerveux ou des phénomènes psychologiques ou émotifs assez forts. Et comme il n'est pas question de se laisser emporter par aucun de ces phénomènes, l'apprentissage est lent, très progressif. Et ensuite, ça produit suffisamment de vitalité pour diminuer le risque d'endormissement dans les exercices de relaxation. Les gens s'endorment facilement en se relaxant. On s'est aperçu que c'était une résistance qui produit l'endormissement. C'est très curieux la relaxation. On a l'impression que on détend appelons ça une couche, on pourrait dire une couche cellulaire,
et que les cellules communiquent entre elles. C'est juste une image, hein, parce que je pense que physiologiquement, c'est pas forcément juste de parler comme ça. Et donc la première couche étant détendue, il semble bien que ça communique à la couche en dessous pour lui dire allez, viens, détends-toi, ça va, c'est pas dangereux. Mais quand ça se relâche dans un peu plus de profondeur, le contenu mémoriel ou les tensions, comme on dit, qui ont été accumulées sont beaucoup plus puissantes que dans les couches superficielles. Et donc il peut y avoir des réactions assez intenses. Et le risque, c'est que on accorde trop d'importance aux expériences. Parce que c'est ce qu'on appelle une expérience intérieure. L'expérience intérieure, c'est juste de la mémoire qui se détend. Mais comme c'est parfois très étonnant, bouleversant, complètement inconnu, le risque est grand de considérer que c'est très important, alors que c'est juste un débouchage. Et là, toi-même, par rapport à toutes les expériences que tu as pu vivre auprès de tes maîtres sur cette voie du Nidra Yoga, est-ce que tu as eu le sentiment lors de tes séances d'enseignement que certains de tes élèves pouvaient vivre le même genre d'expérience ou bien t'est-il arrivé d'assister à des expériences vécues par certains de tes élèves qui étaient aussi inattendues pour toi? Alors, il faut différencier deux choses. Il y a l'événement, j'appelle ça anecdotique, donc la façon dont ça se présente. Pour quelqu'un qui est à l'extérieur et qui voit un élève qui vit une expérience. Et puis il y a la profondeur. Les anecdotes, les expériences extérieures sont, j'ai vu quelques fois, mais assez peu finalement, des phénomènes que moi-même je n'avais pas vécu. Mais par contre, dans le vécu intérieur, j'ai rien vu de nouveau. Rien. Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que j'enseigne ça. J'ai enseigné dans une trentaine de pays, dans des gens de cultures très différentes, où précisément les mémoires ne sont pas identiques. Donc les anecdotes ne sont pas identiques, mais les phénomènes, les patterns, comme on dit, les schémas sont les mêmes. Et là, je n'ai pas découvert de schéma nouveau. Pour le moment, jamais. Mais des comportements, oui. Je crois... je ne veux pas le faire, mais on pourrait écrire un livre sur tout ce qui se voit de l'extérieur. Mais je ne veux pas le faire parce que, en ce qui me concerne, assez rapidement, on m'a demandé de ne plus lire. Parce que dans ces pratiques, on déclenche des états de sensibilité qui font que quand on lit un livre, on accumule à nouveau de la mémoire et on peut vivre une expérience. Parce qu'il y a un état sensible qui est devenu très important. Et donc on arrête de lire, on ne lit plus rien. Tu veux dire, quand on fait cette pratique de Nidra, on met un processus en route qui
lorsqu'on continue de lire des livres, peut accumuler, créer des mémoires supplémentaires. Oui, parce que enfin, c'est la chose ordinaire, hein. On lit un livre, on s'identifie à des personnages, ou bien on va au cinéma. En réalité, il ne se passe rien. C'est le lecteur qui fait le livre, c'est le spectateur qui fait le film. Pas à 100% évidemment, il y a un support, mais c'est quand même le lecteur ou le spectateur qui fabrique l'anecdote. Et donc si on lit des livres par exemple sur des expériences ésotériques, ben on peut les fabriquer uniquement en les lisant. Est-ce que tu considères que les personnes qui ont des expériences ésotériques, des expériences mystiques, proviennent essentiellement de choses lues ou vues? Alors tout ça se décortique beaucoup. C'est-à-dire quand quelqu'un a une expérience, il faut vraiment la décortiquer, il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce qui s'est passé précisément. Moi, ça m'arrive presque chaque jour là, de recevoir des messages d'élèves qui me disent il m'arrive ça. Et on décortique. On décortique à plusieurs niveaux. On décortique dans les ressentis. Alors les ressentis, il y a 5 types de ressentis, c'est les fonctions sensorielles. Ce qui est vu, ce qui est touché, ce qui est perçu par l'odorat, par le goût parfois, ou entendu. Et il y a des perceptions sensorielles, on pourrait dire, qui n'ont pas de sens intellectuel, et d'autres qui en ont. Je ne sais pas si on voit, si on a une vision de la couleur rouge par exemple, ça c'est une perception, appelons ça pure. Et puis on peut voir à l'inverse, je ne sais pas, une robe ou une voiture rouge. Ça c'est une image. Ça c'est dans les fonctions sensorielles. Ensuite, il y a dans le domaine des sentiments, où on décortique aussi. Il y a dans le domaine des émotions, la différence entre sentiment et émotion. Quand un sentiment devient exacerbé, c'est ça qu'on appelle une émotion. En gros, quand il dépasse notre volonté. Ensuite, il y a les pensées. Alors, il y a des fonctionnements de pensée automatiques qui viennent automatiquement. Ensuite, il y a les phénomènes d'intuition. Tout d'un coup, on perçoit quelque chose de radicalement nouveau, qui n'a pas de référence. Et parfois, on perçoit quelque chose de nouveau, mais quand on fouille, on s'aperçoit qu'il y a des références. Et le dernier point, ce sont les comportements. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement corporel? Et là, c'est pareil, il y a toute une grille. Il y a 10 grands types de mouvements qui peuvent s'entrecroiser. On arrive à presque une centaine, enfin 99 plus précisément. Et avec tout ce décortiquage, tu peux arriver à quel genre de conclusion? On arrive à savoir si ça a été fabriqué par la mémoire ou la pensée sur le moment, ou bien si c'est une élimination de la mémoire. Le but étant dans le Nidra D'éliminer les mémoires. Finalement, symboliquement, si on voulait déterminer à quel endroit tu veux amener chacun de tes élèves, ce serait vers une forme d'élimination des mémoires? Oui et non. Dans le phénomène d'élimination, en sanskrit on appelle ça un kriya, un nettoyage. Ça veut dire aussi une action. Par moment, ça devient complexe. Il y a un processus d'élimination qui se met en place.
Et à un moment, il s'arrête. Et c'est au moment où il s'arrête qu'il y a une sorte d'état d'ouverture dans lequel il est parfois possible que le moi s'épanouisse, que le temps disparaisse, et l'espace aussi. C'est-à-dire que le Chitta Suddhi, le nettoyage des mémoires, de la pensée, c'est pas le but. Donc le but, ce serait, une fois que le processus d'élimination a produit un certain effet, il laisse place à un processus d'effacement du moi et presque d'effacement de la perception. Et là, où est-ce qu'on arrive? Nulle part. On arrive dans un état d'unité où il n'y a plus de fragmentation, il n'y a plus de division. Est-ce que c'est le samadhi? Oui. Et dans les Yoga Sutras, on en distingue deux. Un qui est limité dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a cette expérience d'unité, et puis à un moment elle disparaît. Dans le Nidra, on appelle ça Turiya. Et puis dans les Yoga Sutras, il y a un deuxième. Alors le premier, on l'appelle Samprajñata. Et le deuxième, où on ne retourne pas dans la dualité, qui est appelé Asamprajñata. Et dans le Nidra, on l'appelle Turiyatita, le cinquième état, l'état cinquième. C'est le Turiyatita, c'est donc l'état qui ne contient pas en lui-même les germes d'un possible retour à une forme qui n'est pas ce vide, cette vacuité, cette magie. C'est difficile de parler de ça parce que le langage le langage induit de la fausse compréhension. Parce que c'est ce que tu dis, mais c'est aussi autre chose en même temps. C'est aussi le contraire, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire un état originel, au sens d'origine, mais ce n'est pas une origine dans le temps ni dans l'espace, qui est en soi la matrice de tout ce qui apparaît, qui se transforme et qui disparaît. Et alors, pourquoi c'est comme ça? Personne n'a jamais répondu à cette question. Mais puisque Nidra Yoga, c'est un yoga qui utilise la parole. Tous les enseignements utilisent la parole. On peut imaginer un cours de Hatha Yoga avec un enseignant qui mime une posture et qui entraîne les élèves à faire la même posture. Et il pourrait y avoir un code entre les deux qui sous-entend que tant que l'enseignant n'a pas bougé, l'élève doit rester dans cette posture. Mais dans Nidra Yoga, il semble en tout cas qu'à un certain moment, la parole soit nécessaire, si ce n'est indispensable, pour guider. Est-ce que tu pourrais imaginer un Nidra Yoga sans parole? Non. Non, mais on en fait de temps en temps. Mais on fait ça qu'avec des personnes qui ont déjà vécu des profondeurs importantes, où on reste 1 heure sans parler. Mais tous ces enseignements des yogas, on les appelle des traditions orales, ça passe toujours par le langage, tout le temps. Quand il y a transmission formelle, maintenant, il y a effectivement des gens qui transmettent sans parler. Moi, j'ai fréquenté cet homme, Chandra Swami, au début.
Il parlait, et puis petit à petit de moins en moins, et finalement il est resté 33 ans sans dire un mot. Mais il continuait de m'enseigner la nuit, en rêve. Et dans la présence, dans la relation, il y avait une transmission. Mais avant ça, il s'était passé des années de relation. On a passé des nuits entières à parler parfois. Mais c'est pas uniquement de parler, c'est un peu comme les amoureux, quoi, qui par moments ne se parlent pas, mais il y a de la transmission. Et dans ce rapport-là, mais lui n'est pas un enseignant de Nidra, hein. Dans ce rapport-là, il peut y avoir à un moment la perception de la part de l'élève ou du disciple, ou de l'étudiant, cette perception de dissolution, de disparition, où tout d'un coup le moi s'est évanoui, le temps a disparu, l'espace a disparu, et ce qui reste, c'est un état que on lui donne 3 qualités. En sanskrit, on appelle ça Sat Chit Anand. Sat, qu'on traduit par être, mais par être, il faut entendre la sensation d'être extrêmement vivant, intensément vivant. Chit, qu'on traduit souvent par conscience, mais là encore il faut entendre un état de sensibilité extrêmement élargie, de perception très très élargie. Et Ananda, qui est souvent traduit par béatitude, mais le premier sens d'Ananda, c'est l'infini. Donc c'est aussi un état de jubilation, on est content, mais il n'y a pas de limite. Quand ces 3 qualités-là sont présentes simultanément, c'est ça qu'on peut appeler l'état de yoga, ou l'état d'unité. Tous les enseignements se sont transmis par la parole, tous. Et il ne faudrait pas confondre la situation d'enseignement où il y a un instructeur et un étudiant, et entre les deux, donc il y a de la relation qui passe par la parole. Et puis, la sadhana, quand on est seul et qu'on est dans la pratique, parce que c'est là où c'est important. Quand il y a la présence d'un instructeur, l'étudiant a davantage, on pourrait dire, confiance, se laisse plus facilement aller. Parce que, plus ou moins profondément, il sait que quelqu'un le guide, ou quelqu'un le soutient, ou quelqu'un peut intervenir. Mais ça, c'est important, mais c'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est dans la solitude. Quand il n'y a plus personne qui nous guide, qui nous soutient, qui nous rassure, et que dans l'enquête que l'on mène, on découvre que quelque chose nous soutient, quelque chose nous protège. Et cette chose-là n'a pas d'identité. Ça, c'est une immense découverte. Parce que tout enseignement est limité parce que
il est dépendant de la dualité entre l'instructeur et l'étudiant. Dans la solitude de l'enquête personnelle, ce qu'on découvre, c'est que on est simultanément l'instructeur, l'étudiant et l'instruction. Ces divisions-là disparaissent. Mais dès qu'il y a transmission de quelqu'un à quelqu'un d'autre, inévitablement, quand il y a de la dualité, alors il y a des grands instructeurs qui ont cette extraordinaire capacité de ne créer aucune influence. Ça, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas parce qu'il ne crée pas d'influence que l'auditeur n'en fabrique pas. Est-ce que tu préconises à celles et ceux qui ont choisi la voie du Nidra Yoga comme sadhana de la pratiquer aussi eux-mêmes, seuls, bien sûr, sans instructeur? Est-ce que tu donnes les clés pour pouvoir se guider soi-même et tu l'as fait toi-même pendant tout le temps. Tu as surtout pratiqué seul? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Sinon c'est un attrape-nigo, quoi. Là, par exemple, depuis presque 3 ans maintenant, là, depuis qu'il y a eu cet événement là, où on nous a interdit de se voir, de circuler. Enfin, j'ai démarré des séances en ligne qui ont lieu chaque semaine, où sont arrivés énormément de monde, à ma très grande surprise. Je ne sais pas d'où ces gens viennent, je ne sais pas. On a eu jusqu'à 180 personnes parfois. Et à la fin de chaque séance, il y a des exercices qui sont donnés à faire seul, qui vont introduire la séance d'après. Toujours. Sinon on crée de l'enfermement. Ne pas oublier que la raison d'être de tous les enseignements, c'est ce qui est appelé moksha en sanskrit, et qu'on a souvent traduit par libération. Il s'agit vraiment de donner des clés pour favoriser la libération, tout en disant que ça marche pas à tous les coups, quoi. Est-ce que tu pourrais t'engager, quand tu seras plus là, de continuer de donner des clés en créant des rêves chez ceux qui sont sur cette pratique, qui suivent la pratique du Nidra? Alors je m'interdis de faire ça, bien que ça a lieu de temps en temps. Ce qui s'est passé il y a environ 17 ans, si je me souviens bien, où Chandra Swami m'a dit, écoutez, il faut vous mettre à enseigner maintenant. Enfin, il m'a pas dit il faut, il m'a suggéré. Et je me souviens de lui avoir dit, mais je fais déjà ça. Il m'a dit non. Maintenant ça commence. Jusqu'à présent vous n'étiez pas prêt ou pas au point. Enfin, il faut imaginer que les échanges avec lui, il écrit. Et on peut traduire de plusieurs façons. Et à chaque fois que j'ai demandé de préciser, il me dit ça va aller, ça suffit, débrouillez-vous pour comprendre. Bref, et je me suis aperçu, parce que j'ai beaucoup, énormément cherché, j'ai énormément étudié, vraiment. Je continue aujourd'hui du reste.
Donc je me suis aperçu que le Nidra semblait provenir d'une période qui pour nous est la préhistoire. Et je me suis aperçu qu'il y a eu des enseignements dans la Grèce antique, qui ne s'appelaient pas Nidra évidemment. On appelait ça l'incubation. Et en Amérique du Sud aussi. Et donc en cherchant auprès de gens qui avaient, pour certains, écrit des livres ou d'autres qui avaient des réputations, j'allais en voir presque tous. Et je me suis aperçu que ce que j'enseignais, la forme que j'enseignais, ben, je l'ai trouvée nulle part. J'ai trouvé d'autres formes, mais pas celle-là. Et étant donné les retours qu'il y avait des élèves, alors les élèves, il faut comprendre, il y a des élèves, les plus anciens, ça fait 35 ans, et ils continuent de venir. Donc ça donne vraiment du recul, quoi. Et donc je me suis aperçu que ce dont il témoignait, c'était vraiment important. Et je me suis dit, il ne faut pas que ça se perde. Parce que il y a un dicton en Inde, une maxime qui dit tout le monde meurt, moi aussi, peut-être. Donc si je me dis la même chose, évidemment, c'est une blague, hein. Je me dis que quand je vais être mort, ce serait bien que ça continue, que ce ne soit pas tout perdu. Et donc je me suis mis en tête de former des gens à enseigner. Et donc on a créé avec des élèves, des amis, enfin, des formations qui sont longues, ça dure 5 ans. 5 ans, c'est-à-dire chaque jour. On ne se voit pas chaque jour, eux ont des pratiques quotidiennes, on communique beaucoup. Et il y a aujourd'hui un petit groupe de personnes qui se sont mises à enseigner et qui sont bien plus jeunes que moi. Je me dis que ça va continuer. Je n'ai rien écrit. Pour le moment, je suis resté très fidèle à cette transmission orale. C'est une grande question d'écrire. Ça fait longtemps que la question se pose. J'ai retrouvé un écrit sur le Nidra qui date du 8e siècle, qui est dans une langue du sud de l'Inde, s'appelle le Kannada. Et je l'ai donné à traduire à un universitaire qui, au bout de quelques 6-7 mois, m'a dit « je n'y arrive pas ». C'est un langage absolument symbolique, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Et je me dis parfois qu'il faudrait que je retravaille avec lui et que je le fasse. Mais la transmission orale prend tout mon temps. Alors, qu'est-ce qui se passera quand je mourrai? J'en sais rien. Mais mon souhait, c'est plutôt de rejoindre mes gourous. En espérant que si je les appelle, ils me crochent. C'est très difficile de savoir, j'en ai pas parlé, mais il y a tout un enseignement sur la mort dans le Nidra. On différencie l'événement. Alors, l'événement de la mort, en gros, il existe essentiellement pour ceux qui ne meurent pas, quand on voit quelqu'un. Et puis, on différencie l'événement du processus du mourir. Le processus du mourir, lui,
il commence on sait aujourd'hui, hein, il commence dans la vie intra-utérine. Un médecin a découvert, il appelle ça l'apoptose, la mort, il appelle ça le suicide cellulaire, où dans la période de gestation, à peu près 90% des cellules meurent. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît et qui fait 3 kilos, il a perdu 27 kilos. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce phénomène qui a lieu, où les cellules s'autodétruisent, en s'autodétruisant, elles créent du vide. Et dans ce vide se crée de la communication entre les cellules qui sont éloignées. Et c'est cette communication qui construit l'individu. C'est extraordinaire ce qui a été découvert. Et ça, ce sont des choses qui n'ont jamais été explicitées. Enfin, je crois que la science aujourd'hui, c'est beaucoup plus que les savoirs traditionnels, mais il les explicite. Et rentrer dans le processus du mourir, c'est ça, c'est s'apercevoir qu'on est constamment en train de perdre. Et que cette perte crée un vide. Et ce vide, c'est ça la mémoire de l'inconditionné, c'est ça la mémoire, c'est ça la matrice de toute la vie. Et on est constamment là-dedans. Et ça peut être perçu par le fait d'avoir développé énormément de sensibilité et que les expériences que l'on vit ne déclenchent pas des états émotifs qui arrêtent, ne déclenchent pas des idées, ne déclenchent pas des sentiments. Et c'est ça l'apprentissage qui est si long, de rentrer vivant dans le processus du mourir. Et le processus du mourir, c'est vraiment... c'est le grand gourou, quoi. C'est un instructeur infini. Parce que ça fait déboucher dans le fondement même de la vie. L'état originel de la vie, qui encore une fois n'est pas un moment du temps ni un lieu de l'espace, c'est un état. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort événement? Du fait qu'on ait ce regard ici, pas que ici, dans beaucoup d'endroits, où la mort c'est la fin de tout, lorsque quelqu'un dit qu'il reçoit une information, qu'il reste en contact avec un de ses instructeurs qui est mort, on considère que, comme ça n'est pas possible, celui qui dit ça raconte n'importe quoi. Mais moi je peux témoigner que ça existe et je ne raconte pas n'importe quoi, je ne suis pas fou du tout. Il y a de la communication qui peut avoir lieu encore lorsque le corps a lâché. Il y a de la relation qui peut continuer. Et comme toute relation, ça continue, ça dure un moment et puis ça s'arrête. Mais la mort événement n'est pas la fin de l'unité, n'est pas la fin de la relation. C'est un événement. Et quand se termine une séance de Nidra Yoga,
qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on entend pour savoir que la séance est terminée? Oh, il y a un protocole hein, pour ça, mais ça marche pas forcément, quoi. Et au début, ça marche, parce qu'au début, les élèves ont de la difficulté, il faut du temps pour pénétrer dans tous ces états. Et puis, il y a un seuil où, c'est arrivé je ne sais combien de fois, quand la séance est finie, parce que, évidemment, il y a quand même le temps qui passe, quoi. Donc, il y a un repas, par exemple, quelqu'un a préparé un repas, il est l'heure du repas, il faut arrêter. Certains ne sortent pas de cet état. Et certains restent plusieurs heures. Et tant que l'état est vécu de façon méditative, on pourrait dire, ou tranquille, il n'est pas nécessaire de les accompagner, on peut les laisser seuls. Mais parfois, ça n'est pas vécu de façon tranquille. Et là, il faut absolument rester. Et si parfois les gens traversent des moments difficiles, hein, parfois des moments douloureux, parce qu'il n'y a pas que des mémoires agréables, il y en a, en fait, l'immense majorité sont des mémoires douloureuses. Donc il y a des moyens de diminuer ce qu'ils sont en train de vivre et de les ramener dans la salle, disons, je ne sais pas comment il faut dire, et que l'expérience douloureuse s'achève, enfin, en tout cas s'arrête. Mais il faudra y retourner. Ça ne sert à rien de réactiver de la souffrance, à rien du tout. Toute expérience intérieure est une élimination tant que on peut l'observer sans s'identifier. Du moment où on s'identifie, on réactive. La plupart des mémoires sont douloureuses. On réactive de la souffrance. Et ça sert à rien. Il faut arrêter. Donc, si ça va trop loin, on ne sait jamais. Quelqu'un peut pénétrer dans une mémoire, s'identifier et à un moment en ressortir. Alors c'est tout du sensible, quoi. Est-ce qu'il y a parfois des mémoires qui font rire? Oui, il y a tout. Il se passe tout. Tout. Tout, même. Même de l'imaginable. De l'inimaginable, pardon. Tout. Encore une fois, le grand point, c'est celui-là, c'est de maintenir une attention affectueuse, c'est important, sans s'identifier à l'anecdote qu'on est en train de vivre. Ça, c'est la chose la plus difficile. Et si cette qualité d'attention affectueuse est là, le souvenir ou la mémoire, parce qu'on ne l'identifie pas toujours comme une mémoire. Quand c'est de la mémoire strictement sensorielle, je ne sais pas, il y a des gens qui peuvent avoir l'impression que, on parle du rire, que leurs genoux n'arrêtent pas de rire, ou je ne sais quoi, ou que leur oreille se met à chanter, bref, ça peut être n'importe quoi. Et dès qu'il y a identification, on n'est plus dans l'observation. Et c'est ça qui est très difficile à maintenir. Dès qu'il y a observation, ou attention affectueuse, l'énergie qui est contenue dans cette mémoire se libère. Dès qu'il y a identification, elle reste. Alors, il y a beaucoup dans le Nidra de décortiquage. On décortique énormément par la parole. Les élèves entre eux, moi tout seul en face d'eux, jusqu'à ce que petit à petit
sortes au début de compréhension intellectuelle, mais parfois, c'est ce qui nous intéresse le plus. Avec le temps, c'est de plus en plus souvent, c'est pas la compréhension intellectuelle, c'est la compréhension corporelle, dans la matière du corps. C'est là où c'est compris. Et quand c'est compris là, quand il y a une expérience, il est beaucoup plus simple d'être observateur. On passe beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est long. Et quand je dis 5 ans, c'est le premier niveau. Il y a combien de niveaux? 3. On n'a entamé que 2 fois le deuxième niveau. Il y a un petit problème avec ça, c'est comme j'ai ce souhait que les gens l'enseignent, on a créé des formations à la fin desquelles les gens peuvent enseigner. Comme la mode est à l'accréditation, alors bon, j'ai une accréditation du gouvernement indien, de l'Union européenne, enfin de plusieurs grands organismes. Et ce qui se passe à la fin, c'est que les gens ayant reçu cette accréditation, ils se disent bon, ben maintenant j'enseigne. La plupart ne veulent pas. Ils se disent c'est trop vaste encore. Mais il y en a quelques-uns qui s'y mettent, et tant mieux. Hein. Et ensuite, faire un autre cycle qu'on appelle de post-formation. On en a fait un ici. Là, on va en commencer un autre dans une école qu'on a appelée européenne. Le siège est à Bucarest, en Roumanie. Il y a un projet en Inde. Mais en tout cas, à la fin, pas pour tous, il y a des élèves qui découvrent que non, quoi, ils ne vont pas enseigner ça, mais pour certains, a été comme déclenché une faculté qui permet de découvrir tout seul. On reste en contact, hein, on s'écrit beaucoup. Enfin, je passe énormément de temps là, à écrire, à répondre, beaucoup, tous les jours. Mais parce qu'avec le temps, on perçoit comment se positionner intérieurement pour rentrer dans cet état où on reçoit l'enseignement. Et donc l'enseignement continue. Mais on n'a plus forcément besoin de se voir. Et ça, pour moi, quand ça a lieu, c'est comme si ça me rassurait. Je me dis, ok, ça va continuer. Ce qui est extraordinaire, hein, c'est... J'en parlais ces jours-ci là, avec une élève en Suisse. Ça fait 14 ans. Elle a démarré des cours, elle est un peu âgée, elle a décidé d'arrêter. Mais aujourd'hui, elle continue, chaque semaine. Je la vois chaque semaine. C'est extraordinaire. La plus ancienne a 35 ans. 35 ans de pratique. Et elle continue, chaque semaine. Je trouve ça merveilleux. Maintenant, moi j'ai étudié 21 ans en face à face, en relation. Chandra Swami, ça fait
44 ans, je crois bien. Avec toutes ces années, toute cette merveilleuse expérience, André, est-ce que pour le commun des mortels, le Nidra Yoga, on peut le traduire par yoga du sommeil, hein, ce qui est pas juste, tu nous as donné des définitions déjà, mais comme tu es une éminence dans le yoga, est-ce que tu as déjà été approché par des marques de literie pour des sponsors? Non. Non, c'est pas arrivé, non. Non. J'ai été approché par l'armée américaine qui j'ai rencontré un jour deux armoires à glace, là, des gens qui font peur, quoi, complètement rasés, qui étaient des recruteurs de l'armée américaine et qui m'ont demandé si je voulais venir enseigner. Alors au début, c'était nos militaires qui partent en mission vivent des expériences traumatisantes énormes et quand ils reviennent, certains sont psychologiquement blessés. Est-ce que vous voudriez venir pour tenter de diminuer leur mémoire? Et puis assez rapidement, ils m'ont dit mais ce serait bien d'entraîner aussi les nouveaux, ceux qui vont partir en mission. Et ce sont des gens qui réfléchissent pas beaucoup, hein, les militaires. Dans ces deux-là, en tout cas, pas des lumières. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes en train de me demander de faire en sorte que les djihad aillent assassiner des populations en étant détendues? Ah, ils ont très mal pris. Ils sont revenus à la charge quelques heures après en me disant vous savez, on a beaucoup d'argent, on vous donne, on vous paiera ce que vous voulez. Et je leur ai dit non, j'ai pas voulu. Mais un ami aux États-Unis leur a dit oui. Il est devenu très riche. Très riche. Il est très connu aujourd'hui à cause de ça. Et moi, je n'ai pas voulu. Mais j'ai pas eu encore des marques de matelas. C'est une bonne idée. Ce qui est intéressant en enseignant dans des gens de cultures différentes, qu'ils ont un regard complètement autre. Ici, quand on parle de relaxation, les gens pensent se déstresser. C'est ce qui vient le plus souvent à la pensée. En Inde, quand on parle de relaxation, les gens pensent à rencontrer leur divinité. Au tout début, hein, dans l'enseignement du Nidra en Inde, commence par là. Les Indiens ont tous, comment ils appellent ça? Une Ishta Devata, une divinité de prédilection. Tous, ils en ont tous une. Alors, on fait faire des exercices avec l'idée qu'ils en ont. Et il y en a plein qui rentrent en contact avec. Alors, est-ce qu'ils rentrent en contact avec leur mémoire, avec... il y a beaucoup de divinités en Inde, mais bon, il y en a quelques-unes qui sont très très populaires, qui créent une croyance collective. Après, ou bien, alors est-ce qu'ils rentrent en contact avec la croyance collective, ou bien avec leur croyance personnelle, ou bien, j'en sais rien, moi, s'il y a un Shiva caché derrière la galaxie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils entrent en contact avec. Et si on fait ça ici, oh là là, j'en porte plainte. Plus on t'écoute et plus on a l'impression finalement que ton approche du yoga est plus métaphysique que religieuse. Bien sûr, oui. Oui. Bien sûr. Et alors, c'est une dernière question pour clore notre entretien d'aujourd'hui. Quelle est ta relation avec la prière? Il y a deux types de prières. Il y a la prière qui est une demande,
où on demande à ce qu'un vœu soit exaucé. Pas très loin d'ici, à 2 kilomètres, il y a une ancienne source miraculeuse où on dit que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants viennent là, prient, demandent et puis boivent l'eau. Je ne sais pas si la maternité du coin est en manque de lits aujourd'hui, parce qu'il y a trop de monde, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le résultat. Bref, la prière qui demande que soit exaucé quelque chose. Et puis, il y a la prière qui est un don de soi, qui est une sorte de remerciement, mais un remerciement sans raison, sans objet. Le remerciement du fait d'être vivant. On aborde ça dans le Nidra. On pourrait dire un état de... Mais c'est un état. C'est un état de gratitude. Donc la prière qui demande, c'est une pensée organisée qui a un projet. Là non, c'est un état sans projet. Où, en gros, qui dit je remercie la vie d'être vivant, quoi. Merci André, merci et reçois notre prière de gratitude pour la transmission de ce Nidra Yoga au plus grand nombre des yogis. Namasté. Merci.